Bonjour et bienvenue à Histoire de livres. Cette nouvelle saison s'amorce en beauté aujourd'hui puisque j'ai des invités vraiment très particuliers à vous présenter. Je suis en compagnie de Martial Grisé et de Maryse Pépin. Bonjour. Bonjour. Ces deux personnages que vous voyez ici sont à l'origine du livre Séraouine, le conflit des druides, dont nous allons parler aujourd'hui plus particulièrement. Alors, Martial, comment s'est amorcée cette aventure pour l'écriture de ce livre? On va reprendre un peu ce que j'ai marqué dans la première page. Oui, c'est vrai, tout a commencé avec les œufs de dragon. Je suis un artisan de cuir à la base. On a créé un produit qui a grandi, qui a évolué par l'entremise de moi, de Maryse, puis de plusieurs autres personnes. Et ces œufs-là m'ont poussé à intégrer une histoire pour les incorporer, et c'est ce qui a donné le livre de Séraouine avec ces œufs-là. L'explication des dragonniers avec les œufs de dragon, les différents types de dragons qui sont maintenant sur le marché depuis presque 4 ans. On a au-dessus de 4000 œufs de vendus. On a donc 4000 dragonniers à travers le monde qui ont des œufs de dragon, autant en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Québec, au Canada. Et ces œufs-là, on les retrouve dans les livres. C'est ce qui est magique. Qu'est-ce qui fait, je vais m'adresser cette fois-ci à Marie, qu'est-ce qui fait la popularité ou qu'est-ce qui explique une telle attraction envers les produits médiévaux de cette époque et particulièrement les œufs de dragon? Je pourrais dire que les œufs de dragon, c'est le côté mystique, c'est le côté fantastique. Le dragon étant la créature mythologique la plus magique depuis toujours, dépassant des chimères, dépassant les sorcières, dépassant les fées. Le dragon reste dans toutes les civilisations la créature mythologique. Donc, il y a l'attrait historique, il y a l'attrait magique qu'on lui a créé parce que dans le monde de Séraouine, parce que plusieurs mondes qui ont créé leurs propres dragons, qui les interprètent, le monde de Séraouine a ses dragons particuliers. D'une dizaine de races, mais chaque dragon a une personnalité qui transfère... qui démarque. Exemple, un dragon blanc qui est un dragon des glaces, c'est un artiste. Donc, alors, il y a des symboles rattachés à chacun des dragons. À la thématique des dragons. Chaque pierre, chaque œuf a sa propre magie et transfère sa force à son dragonnier. Okay. Donc, on choisit un dragon, un œuf de dragon selon son cœur, selon son intuition. On s'identifie. Oui, par identification ou par affinité ou par la force qu'on voudrait recevoir de notre dragon, de notre œuf de dragon. Donc, comme par exemple, moi, je suis une artiste, le dragon blanc est mon dragon fétiche, mais aussi le dragon noir, qui est le dragon du défi, c'est l'aventurier, c'est celui qui me permet d'avancer. Donc, j'ai les deux dragons en ma possession. Selon ce que je travaille, je mets le dragon de couleur sur mon ordinateur, puis je dis, c'est ton tour. La source d'inspiration. Oui, ça devient. Maintenant, les gens qui nous écoutent ne savent pas quel est le lien entre les œufs de dragon et Séraouine. Martial, qui est Séraouine d'abord? Pourquoi le titre de ce livre? Séraouine, c'est le personnage qu'on ne découvre pas au début du livre, mais bien un peu plus tard, mais qui va être le personnage ou l'un des personnages principaux au travers de la série et même d'autres séries qui vont venir par la suite. Alors, je ne peux pas vraiment dire tout de suite qui est Séraouine. Ça serait vendre un peu le punch de certains livres. Mais c'est un dragon. Mais c'est, on va dire, un pseudo-dragon. Okay. Disons que c'est un pseudo-dragon. C'est un personnage qui apprend, lui aussi, qui a besoin d'apprendre des choses et qui va permettre aussi à d'autres de se développer, les autres personnages de se développer également. Alors, Séraouine est un dragon, il va devenir un dragonnier, même s'il est un dragon lui aussi. OK. Mais quand vous avez amorcé votre processus d'écriture, est-ce que vous aviez déjà le paysage de tous les tomes qui allaient surgir ou si vous avez travaillé uniquement d'abord sur l'univers créé autour du tome 1, le conflit des druides? J'ai dessiné une carte que Maryse a refaite en entier. Puis après, une fois que la carte a été faite, là, on a vu les possibilités. Et on s'est dit, bon, la première trilogie de livres va avoir lieu avec un survol de cette carte-là.
Et la deuxième trilogie va reprendre des points plus en profondeur sur la carte par la suite parce qu'ils n'auront jamais le temps de tout visiter. C'est trop grand. Fait que ça me permet d'avoir un monde et d'utiliser ce monde-là, mais avec plusieurs histoires à l'intérieur. À plusieurs défis, plusieurs quêtes, des enjeux différents. Mais à la base, la trilogie, elle était complète dans sa tête. C'était vraiment de A à Z. On passe par là, par là, par là. On l'a séparé en 3, qui aurait pu être en 6, mais on voulait... En faire des unités ou des regroupements. Ce ne sera pas nécessaire d'avoir lu la première trilogie pour comprendre la deuxième, mais c'est une suite, puis c'est pas une suite. Oui, ce sera dans le même univers. Donc, vous placez une première fois le décor et vous saurez que vous pourrez l'utiliser pour une première trilogie et éventuellement d'autres quêtes qui seront rattachées à ces mêmes univers. J'ai eu la chance de parler avec beaucoup de fans, de personnes qui aiment beaucoup lire et ce que j'en ai retiré, c'est qu'ils aiment avoir quand même des histoires courtes. Ils sont déçus quand c'est fini, mais au moins ils ont une finalité. Ils aiment avoir un début, un milieu et une fin et non pas quand ça s'étire trop. Des fois, ils ont l'impression que l'histoire est étirée pour vendre des livres, puis ça les déçoit. C'est une perte. C'est une perte, je dirais, peut-être de ferveur de la part des gens qui sont des lecteurs qui s'accrochent, qui s'attachent à des séries, et puis qui sont peut-être un peu déçus quand, effectivement, l'action n'est pas au rendez-vous ou l'émotion n'est pas au rendez-vous. Mais ils ont très hâte que la suite reprenne. Évidemment. Alors, en effectuant une trilogie, puis dans un court laps de temps, au moins, ils vont pouvoir satisfaire leur curiosité et leurs besoins de lecture. Et après, on va pouvoir continuer une autre trilogie avec certains des personnages principaux qui sont déjà dans le livre. Fait qu'ils vont pouvoir continuer à suivre les aventures de Sarah Wynne dans un autre contexte. Quel a été le déclencheur de ce processus d'écriture? Comment t'es venue l'idée, puis ensuite la réalisation d'un projet? C'est quand même un livre qui compte 400... à vrai dire, il compte 825 pages condensées en 624. À 624 pages. Alors, le processus d'écriture a quand même demandé beaucoup d'efforts. Le début, ça a été une carte. Maryse a redessiné au complet la carte du monde de Harrison. Et par la suite, ça a été un plan d'écriture de 96 pages qui a été écrit. Et chacun de ces chapitres-là, des 50 quelques chapitres, a été repris un à un pour l'écrire dans le livre. Au début, ça devait être juste 400, 500 pages, mais quand on a transposé le tout pour voir ce que ça donnait, c'est là qu'on a réalisé que on en a 800 quelques. Ça n'a pas d'allure. Et lorsqu'on fait du scène à scène, dans un cas comme ça, c'est souvent ça qui nous permet de creuser, d'élaborer, d'aller chercher la psychologie des personnages davantage. Et oui. Et là, je pense que la complicité a pu se jouer entre toi, Martial, et toi, Maryse. Oui, parce que à l'origine, mon mandat était d'illustrer, de faire la couverture, d'illustrer les dragons, de mettre des images sur ces mots, parce que c'est un bon illustrateur. Il ne dit pas certainement, mais il est aussi bon que moi en dessin, mais il se concentre sur l'écriture. Donc, les personnages, c'est lui, le monde, c'est lui. Il l'avait dans sa tête. Il m'a demandé de le retranscrire, tout simplement. Puis, j'ai demandé, à ce moment-là, dans certaines scènes, il fait froid, il fait chaud, quel genre de personnage. Puis, je lui ai demandé la permission d'approfondir les scènes au niveau de l'écriture, parce que j'écris aussi. Donc, il m'a donné la permission d'approfondir, de donner des émotions à la jeune fille qui est stressée ou le petit gars qui est dans le bois, puis la peur qu'on voit devant l'inconnu, de passer l'émotion, de creuser le côté caractéristique des personnages, parce que dans son écriture, il les décrit, mais ça doit être mon côté féminin qui dit, bien, cette scène-là devrait être plus dangereuse, ou cette personne-là, elle devrait être plus émotive, ou telle émotivité, tel sentiment d'appartenance devrait se transmettre. Donc, ça a été ma partie, outre la révision linguistique avec de la collaboration, mais ça a été ma part dans l'histoire de Sarah Wynne. Mais on l'a tellement intégré, un et l'autre, qu'on le vit, on s'assoit 3, 4 fois au restaurant pour déjeuner le matin. On est connus des petites places et on travaille. On s'assoit face à face, donc il n'y a aucune autre interférence. Un temps de conception, toujours. On s'échange. Vous êtes toujours dans la créativité, en fait, c'est ça? Oui.
Toujours. Mais l'univers que vous avez créé prend de plus en plus d'espace dans le sens où il devient presque réel pour vous, puisque vous travaillez dans ce domaine quotidiennement. Oui, plus que ça, il nous a intégrés dans le livre. Oui. Est-ce que vous faites partie des personnages? Oui, Est-ce que vous vous êtes un peu incarné? À vrai dire, dans la vraie vie, je suis un marchand viking et dans le livre, je suis un marchand viking. OK. J'ai été très constant. à Et ce niveau-là. Maryse, est-ce que Maryse a été la muse ou l'un des personnages principaux de ce livre? Pas principal, mais je suis sa conjointe viking. C'est mon côté artistique. OK. Et moi, j'ai c'est- trouvé drôle que Maryse répertorie les dragonniers avec leurs jeux de dragons sur Internet. Alors, je lui ai fait faire la même chose à la façon médiévale dans le livre. Il est répertorié. C'est ça. Je suis la gardienne du Excellent. registre des œufs de dragon. OK. Mais ça m'amène à vous demander, vos personnages principaux véhiculent beaucoup de valeurs. Ce sont des jeunes personnages, d'abord. Ce sont des personnages qui sont en quête d'eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de côté psychologique aux personnages, mais ils sont surtout des gens qui sont des amis. Vous avez installé dans votre trio de personnages principaux une relation d'amitié, de complicité qui est très, très forte. C'est un peu normal. C'est des valeurs qu'on veut véhiculer. C'est des valeurs qui sont importantes pour nous aussi. En tant que parents, on est parents de 4 adolescents, donc on voulait passer le côté solidarité, entraide, de s'inquiéter pour sa santé, de s'inquiéter, d'arrêter de se regarder attentif. soi-même. Oui, c'est ça. Oui, Puis attentif à... d'avoir envie d'apprendre, d'évoluer, de passer à un autre niveau, de Excellent. devenir dragonnier, qui est un but. Et vous avez un personnage principal qui est quand même assez... La belle Myriel. La belle Myriel a quand même un rôle très important dans ce type d'ouvrage, d'avoir une personnalité aussi marquante. C'est quand même intéressant là, de suivre l'évolution de cette fille au sein du trio. Et ça va l'être encore plus dans le deuxième et dans le troisième, Ouais. parce qu'elle va prendre de l'importance à ce niveau-là. Ça m'amène à vous demander qu'est-ce qui s'en vient ensuite. Vous allez compléter, vous allez nous ramener les personnages pour compléter la trilogie? La map monde en tant que telle, l'île d'Arissan est assez grande. La première trilogie de Serraouin, le conflit des druides, oui, va survoler brièvement un peu partout, mais je vais reprendre certains des personnages principaux et on va aller en profondeur à certains endroits. Avec des nouveaux enjeux, avec des C'est nouveaux ça. méchants, avec des nouveaux défis. Oui, Exactement. effectivement. Alors, j'invite les lecteurs, bien sûr, en vous remerciant, Martial et Maryse, j'invite tous les lecteurs à se procurer le livre Serraouin, Le conflit des druides, tome 1, publié aux éditions Maigrat, qui est maintenant disponible dans toutes les librairies. Vous allez retrouver les personnages dans différentes manifestations publiques également, salon du livre, présentation, séance de signature. Et moi, je vous quitte en vous laissant chacun une petite pensée aujourd'hui. Alors, pour Martial, j'ai cette pensée de Teilhard de Chardin qui dit « Seul le fantastique a des chances d'être vrai ». Et pour Maryse, je dirais une pensée de Jacques Salomé. La véritable complicité est celle qui permet de rêver ensemble des rêves différents. Que oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. Bien, merci à toi. Bonne suite et j'invite les gens à se procurer ce livre très précieux. Je vous cède l'antenne le temps d'une pause et je vous reviens pour la suite de cette émission avec ma deuxième invitée, Mme Normée Saint-Pierre. À tout de suite. De retour à Histoire de livre, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant ma seconde invitée du jour, Mme Normée Saint-Pierre. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bien, bonjour. Mme Saint-Pierre nous propose aujourd'hui un ouvrage intitulé « Je vous ai tant cherché », un livre coécrit avec Pauline Gill et publié aux éditions VLB. Oui. J'aimerais bien, Normée, que vous m'expliquiez dans quel contexte vous avez travaillé sur ce projet de publication. Bon, écoutez, l'histoire, au départ, j'avais pas l'idée d'écrire un livre, honnêtement. Et j'ai rencontré à une soirée que j'ai organisée, que j'animais, Mme Pauline Gill, qui venait, elle, d'écrire et sortir le livre Les enfants du Plessis. Alors, c'est un sujet, moi, qui me rejoignait aussi. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Et au fil du temps, on s'est parlé, ainsi de suite. Et en même temps,
je préparais une émission à Télé-Québec, Radio-Québec à l'époque, une émission d'une durée de 5 heures qui concernait les retrouvailles. Alors, bien sûr qu'il y avait des invités, bon, et à cette émission-là, en plus de la produire, bien, j'y apparaissais parce qu'à l'époque, j'avais fait une demande pour retrouver ma mère biologique. Et tout ça a fait que, bon, Mme Gill était toujours dans l'ombre et elle se disait, pourquoi elle n'écrit pas un livre? Et moi, je lui répondais toujours, que veux-tu que je dise? Ah, mais la petite étincelle était là, est née Oui. de cette rencontre, peut-être. Oui, l'étincelle était là. Et là, au fil du temps, bien, je me suis dit, pourquoi pas? Si ma démarche permet à d'autres d'en faire une, et surtout permet aux mères biologiques de comprendre l'importance de vouloir les retrouver. OK. Et c'est en pensant aux mères biologiques, surtout, que je l'ai écrit. Et aussi, je me suis dit, c'est une belle façon aussi de rendre hommage à mes parents adoptifs. OK. Donc, vous Alors là, aviez- j'avais le tableau, là, j'avais les ingrédients qu'il fallait et ça me prenait l'aide, bien sûr, de Mme Gill. Et Mme Gill a dit, moi, j'accepte. Et on avait une belle complicité. Et elle a su venir chercher chez moi ce que je n'aurais peut-être pas dit. Pas par pudeur, mais pour moi, c'était peut-être pas important. OK. Mais là, je comprends que vous aviez besoin d'une motivation suffisamment forte pour, Oui. pour vous pencher sur l'idée de raconter votre propre histoire. Oui. Et l'effet de lui donner une direction dans le sens d'aider les mères à comprendre que ce n'était pas négatif que Non. que d'accepter de rencontrer ces enfants qui ont été abandonnés, Oui. que ça pouvait prendre un sens vraiment positif. Est-ce que votre parcours à vous avait été très pénible ou est-ce que vous êtes un enfant adopté qui s'est bien réalisé en dépit du fait qu'il a été abandonné? Ben, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir de merveilleux parents adoptifs. J'étais leur seul enfant parce qu'ils avaient perdu un enfant en bas âge. Alors, et après, bon, ils ne pouvaient pas en avoir d'autres. Donc, ils ont décidé d'aller chercher un enfant. Et le hasard a fait. J'ai gagné le gros lot. Et finalement, et je l'ai toujours su que j'avais été adoptée. OK. C'était pas tabou. Donc, il y avait de la vérité. Alors, ma mère disait, comme bien d'autres mères ont dit, mais à l'époque, ma mère disait, elle m'expliquait que ma maman était malade, donc elle n'avait pas pu me garder. On y va selon l'âge de l'enfant aussi, on s'entend? Bien sûr. Et elle me disait, ta maman, elle t'a porté dans ton ventre, moi, je te porte dans mon cœur. Ah, c'est bien. Alors, j'ai grandi avec ça, et au fil des ans, bon, bien, comme tous les adoptés, on se pose la question. J'en ai posé à mes parents, ils m'ont répondu ce qu'ils pouvaient me répondre, mais je veux dire, les parents adoptifs n'ont pas le pédigree de la mère biologique. C'est vrai. Bon. Alors, au fil des ans, et là, je me suis dit, bien, je voudrais la rencontrer. Et je me rappellerai toujours de cette démarche-là. J'ai avancé, là, je suis rendue dans la vingtaine. Et pour moi, je suis née à l'hôpital à la Miséricorde à Québec, à l'hôpital à Québec. Je vais me présenter là. Je vais leur demander. Je dis, écoutez, je m'appelle, je suis née le 31 mars 45. Mon prénom était Caroline Pascal. Puis ma maman, elle a couché ici. Je voudrais la connaître. Un peu plus compliqué Oh! que de poser la question. Alors, la bonne sœur m'a, je vous dirais, élégamment reconduit vers la porte en me disant que je n'avais pas de cœur parce que je voulais trouver ma mère biologique puis que j'avais de bons parents. Donc, elle a retourné la culpabilité contre vous. Alors, je me suis dit, un jour, je vais la retrouver et je vais revenir avec elle ici. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais quand on fait les démarches, bon, au-delà de ça, là, c'était la première démarche que je faisais. Bon. Suite à ça, quelques années plus tard, je vous dirais beaucoup plus tard, j'ai commencé, c'est-à-dire en 83, le mouvement Retrouvailles, qui est un mouvement, justement, qui aide les gens. Okay. Ils ne font pas de recherche, mais ils sont là pour soutenir les gens et c'est un mouvement qui débat beaucoup de dossiers au niveau du gouvernement, au niveau des lois aussi, là, on s'entend. Alors, c'est surtout ça, sa vocation. Et quand même, il y a 12 000 membres au mouvement Retrouvailles. Vous avez joint le mouvement à ce Alors, moment-là. j'ai joint le mouvement. Là, j'ai appris un peu plus. Là. J'ai appris qu'on n'allait pas frapper à la porte du couvent.
Et là, j'ai fait une demande, parce qu'on on remplit les papiers qu'on envoie au centre jeunesse, et j'ai fait une demande. Et j'ai attendu 8 ans pour l'accusé-réception. Alors, quand tu reçois ton accusé-réception et que tu apprends, ma mère, elle avait 19 ans. Incroyable. Tu la lis et la relis, là, je ne sais plus combien de fois. Tu as ton poids à la naissance. Bon, c'est pas grand-chose. Tu sais que tu as eu mal aux oreilles. C'est ça, mais c'est quand même une fiche d'identité. Il y a une fiche, tu sais d'où ça part. Ouais. Parce que, bon, la plupart des enfants adoptés aussi, on n'a pas de photos de nous jeunes. On n'a pas de photos à la crèche, là. Alors, des photos de moi à 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, j'ai pas ça, moi, là. En fait, les enfants commencent à exister le jour où ils sont adoptés. À peu près. Et, alors, finalement, et là, bon, j'ai attendu 8 ans pour l'accusé-réception, et il y avait une note au bas de cette lettre-là qui disait que ma mère biologique avait voulu me reprendre, mais que j'étais déjà adoptée. Qu'elle était mariée avec un monsieur qui n'était pas mon père. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, il n'y a plus de secret. Elle lui a dit. Alors là, je retourne une autre lettre et... Demande de rencontre. Là, je demande, là j'insiste. Il n'y a rien qui bouge. Bon, c'est certain que je ne suis pas la seule, j'en suis bien consciente. Alors, à l'époque, il existait, parce que moi, je me suis dit, non, je vais me battre jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, tu te bats, tu te dis, tu te dis, bon, oui, la quête de retrouver cette maman biologique-là, mais en même temps, tu te dis, là c'est trop, là. Ça prend des années et des années. Cette dame-là, elle peut être morte, là aussi. Oui. Alors, à l'époque, il existait le recours collectif, on appelait ça une requête au tribunal, pardon. Et tu te présentais devant la cour, devant monsieur le juge, pour avoir le droit de retrouver, de faire avancer ton dossier. Mais tu te sens exactement comme un criminel, là. Oui. Tu es quasi accusé de chercher ta mère biologique. Et je me rappelle, et là, le contentieux des centres jeunesse est là. Alors moi, on me demande pourquoi je veux retrouver ma mère biologique. Quelle belle question. Alors, je réponds à tout ça, mais l'entrevue avec M. le juge se finit de façon... Vous savez, les juges, hein, il leur passe rien dans le visage, hein? C'est correct. Ouais. Mais mon œil, peut-être de fille qui travaille en télé, avait vu quelque chose. Alors, M. le juge me demande, il dit, Madame Saint-Pierre, est-ce que vous vivez en union de fait? J'ai dit non, Monsieur le juge. Je vis avec mon chat, himalayen, qui, lui, a toute son identité, son pedigree. Et c'est vrai. Oui. Sur la fiche de mon chat, j'avais tout le grand-père, la grand-mère, j'avais tout ça. C'est ridicule. C'est comme à peu près les poupées bout de chou qu'on adoptait il y a quelques années. Ils arrivaient avec un pedigree. Ah oui. Toi, tu es un être humain, puis tu ne l'as pas parce que tu ne peux pas l'avoir. Et le système complique la collecte des données. Exactement, parce que, bon, il y a la loi de la confidentialité, ça, je comprends, OK, mais c'est tellement compliqué. Si votre mère est décédée, ça fait 20 ans, on ne peut même pas avoir le prénom. Non, c'est impossible. De cette dame-là. C'est impossible de raccorder les alors, informations. En supposant, en disant, ben oui, mais votre mère n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non non plus, là. Ben non. Mais on va présumer que comme elle n'est plus là, elle ne peut plus consentir. Exactement. Mais, et bon, en même temps, bon, je veux dire, alors, quelques semaines après, je recevais une lettre de la Cour, du juge qui me donnait la permission au centre jeunesse d'aller dans mon dossier plus vite. Et 1 mois plus tard, la travailleuse sociale avait communiqué avec ma mère biologique et après ça, a communiqué avec moi pour me dire que oui, il y avait eu une conversation téléphonique. C'est certain que, et ça c'est important, c'est certain que quand la travailleuse sociale appelle ces mères biologiques-là, et moi j'ai eu la chance d'avoir une travailleuse sociale merveilleuse. Très humaine. Très humaine. Et ça a été
le deuxième accoucheur, le deuxième médecin. Et ces mères biologiques-là, là, en entendant, là, bon, écoutez, madame telle, le 31 mars, exemple, 45, vous rappelle-tu quelque chose? C'est sûr que la dame, ça lui rappelle quelque chose. C'est la date d'anniversaire qu'elle a donnée à la vie à son enfant. Et c'est certain que pour elle, là, je dis toujours, il y a la cassette, là. Ça roule. Elle roule. Elle roule à l'envers, là. Et là, il y a un choix, déterminant. Elle revoit toute la situation et dans quel état aussi. Parce que ces femmes-là, à l'époque, il faut dire qu'ils n'avaient pas d'aide, là. Il n'y avait pas de travailleur social au coin de la rue. T'avais pas, il n'y avait rien. Seule avec leur décision. En plus, c'était péché. Ouais. La religion était très importante à l'époque. Alors, ces femmes-là étaient obligées de... C'était culpabilisées de toutes parts. Et même, il y a des crèches où c'était moins pire, mais ici, à Montréal, c'était assez difficile. On leur faisait quasi un lavage de cerveau. Oui, parce que c'était des mauvaises filles, présumément des mauvaises. Exactement. Peu importe les circonstances qui les avaient amenées là. Mais j'aurais une question en terminant, parce que le temps file. Oui. Est-ce que le fait d'avoir raconté votre histoire avec l'aide de Pauline Guil vous a permis de faire un pas en avant? Oui, bien, c'est certain, parce que, bon, c'est... En fait, le pas, je l'ai fait avant d'écrire le livre. Je vous dirais que le livre, ça, c'est la... Pour moi, je veux dire, de l'avoir écrit maintenant, ma mère biologique a pu le lire. J'ai rencontré frères et sœurs. Magnifique. J'ai rencontré une tante, parce que malheureusement, ma mère biologique, je ne l'ai pas vue souvent parce qu'elle est décédée quelque temps après. Et elle n'avait pas eu encore la possibilité, la chance de le dire à ses enfants. Donc, mais tout ça, c'est fait par la suite. Là, mais c'est quand même un bel accomplissement pour oui, vous. Je suis contente parce que, bon, quelque part, la mission accomplie, les témoignages sont dans ça. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, Normée, de m'avoir livré ce témoignage aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. De le partager avec nous. Je vous rappelle que Normée Saint-Pierre, en collaboration avec Pauline Guil, a publié « Je vous ai tant cherché » aux éditions VLB. Je vous laisse avec une petite pensée, Normée, pour vous remercier de votre présence aujourd'hui. Lire un livre, ça redonne envie de vivre. Ça vous redonne envie de partir à la recherche du temps perdu. C'est une pensée de Pierre Perret. Ah, c'est bon. Merci et bon succès à votre livre. Bien, merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci. Je vous dis donc à la prochaine.